La nuit du 31 décembre 1984, alors que Lyon célébrait l'arrivée de 1985 dans une explosion de joie et de lumière, un petit garçon de 9 ans, nommé Julien Marchand, disparaissait sans laisser de traces au cœur des festivités du quartier de la Croix-Rousse. Pendant 22 années interminables, sa famille vécut dans l'incertitude la plus totale, oscillant entre l'espoir et le désespoir. Puis, au début de l'année 2007, une simple carte de vœux arriva par la poste, adressée à Émilie Marchand, la petite sœur de Julien devenu adulte. À l'intérieur, quelques lignes manuscrites qui allaient faire ressurgir un passé enfoui et révéler un secret si troublant qu'il bouleverserait à jamais la perception qu'une famille entière avait de cette nuit tragique. Comment une carte de vœux pouvait-elle contenir la clé d'un mystère vieux de plus de 2 décennies? Et surtout, qui l'avait envoyé? Et pourquoi précisément maintenant? Avant de poursuivre avec cette histoire troublante, si vous appréciez les affaires mystérieuses réelles comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Au milieu des années 80, le quartier de la Croix-Rousse, à Lyon, conservait encore son âme de village, perché sur sa colline, malgré la modernisation progressive de la ville. Les anciennes maisons de Canutz, au haut plafond, abritaient désormais une population mélangée d'artistes, d'enseignants, de commerçants et d'employés municipaux qui formaient une communauté soudée, où tout le monde se connaissait, au moins de vue. Les enfants jouaient encore dans les rues pavées. Les habitants se saluaient dans les montées abruptes qui caractérisaient le quartier, et les commerces de proximité restaient des lieux de rencontre et d'échanges quotidiens. La famille Marchand habitait un appartement au 3e étage d'un immeuble de la rue des Tables Claudiennes, à quelques minutes à pied de la place de la Croix-Rousse. Catherine Marchand, 34 ans, enseignait le français et l'histoire à l'école primaire du quartier depuis près de 10 ans. Femme discrète aux cheveux châtains toujours soigneusement attachés en chignon, elle était appréciée pour sa patience avec les élèves et son dévouement. Son mari, André Marchand, 37 ans, travaillait comme employé administratif au centre de tri postal de la Part-Dieu. Homme méthodique et taciturne, il compensait sa nature réservée par une présence constante auprès de ses enfants, qu'il adorait secrètement même s'il peinait à exprimer ouvertement ses émotions. Julien, leur fils aîné, venait de fêter ses 9 ans en novembre. C'était un garçon vif et curieux, passionné par les trains et les timbres, une passion qu'il partageait naturellement avec son père. Il collectionnait méticuleusement les timbres de différents pays dans des albums qu'il annotait avec une écriture appliquée, notant la provenance et l'année d'émission de chaque pièce. À l'école, ses résultats étaient honorables sans être exceptionnels. Mais ses professeurs soulignaient sa curiosité intellectuelle et sa capacité à poser des questions pertinentes. Il avait quelques amis proches avec lesquels il aimait jouer au football dans le square voisin ou échanger des images Panini. Émilie, la cadette, n'avait que 6 ans en cette fin d'année 1984. Fillette enjouée aux boucles blondes, héritée de sa grand-mère maternelle, elle vouait une admiration sans borne à son grand frère qui, malgré leurs chamailleries quotidiennes typiques entre frères et sœurs, veillait toujours sur elle avec une tendresse maladroite. Elle le suivait partout dans l'appartement, l'observait pendant ses devoirs et insistait pour participer à ses jeux, même quand il préférait être seul, avec ses collections. La famille entretenait des relations cordiales avec plusieurs voisins de l'immeuble et du quartier. Parmi eux, Vincent Leclerc occupait une place particulière. Cet homme de 42 ans, photographe indépendant spécialisé dans les reportages pour la presse régionale, habitait l'appartement du dessous depuis près de 15 ans. Célibataire endurci, selon ses propres termes, il s'était pris d'affection pour les enfants Marchand depuis leur plus jeune âge. Il leur offrait régulièrement des photographies qu'il avait prises lors de ses reportages, leur racontait ses voyages à travers la France et jouait volontiers le rôle d'oncle de substitution lors des occasions familiales. André et Catherine appréciaient sa présence rassurante et sa disponibilité, notamment lorsqu'ils avaient besoin d'un service ou simplement d'une oreille attentive.
L'atmosphère dans le quartier, en cette fin d'année 1984, était empreinte d'une légère euphorie. L'économie française commençait à montrer des signes d'amélioration après les années difficiles du début de la décennie. Et les Lyonnais se préparaient à célébrer le passage à la nouvelle année avec un optimisme prudent. Les vitrines des commerces de la Croix-Rousse scintillaient de décorations festives, et l'on parlait dans les boulangeries et les cafés de la grande fête communautaire qui serait organisée sur la place principale du quartier pour accueillir 1985. Le 31 décembre 1984 se leva sur Lyon avec un ciel gris typique de l'hiver lyonnais, mais sans pluie ni neige. La température avoisinait les 3 degrés Celsius et une légère brise descendait du plateau de la Croix-Rousse vers les quais de la Saône. Dans l'appartement des marchands, la matinée avait commencé dans l'effervescence habituelle des jours de fête. Catherine avait prévu de préparer un repas spécial pour le déjeuner, tandis qu'André avait obtenu une journée de congé exceptionnelle pour pouvoir profiter de sa famille. Vers 10h30, Julien était descendu chercher du pain à la boulangerie de la rue Burdeau, une course qu'il effectuait régulièrement et qui lui procurait un sentiment de fierté et d'autonomie. Madame Ferreira, la boulangère d'origine portugaise qui tenait la boutique depuis 20 ans, se souvenait parfaitement de cette visite. Le garçon avait commandé 2 baguettes tradition et s'était attardé quelques minutes devant la vitrine des pâtisseries, admirant les bûches de Noël encore disponibles. Il portait son anorak bleu marine avec une écharpe rouge tricotée par sa grand-mère et semblait de bonne humeur, sifflotant une mélodie populaire de l'époque. L'après-midi s'était écoulé tranquillement dans l'appartement familial. Julien avait joué avec Émilie à un jeu de société, puis avait passé du temps dans sa chambre à organiser sa collection de timbres. Vers 16h, Vincent Leclerc était monté prendre le café chez les marchands, comme il le faisait souvent le week-end. Il avait apporté des chocolats pour les enfants et avait discuté avec André des festivités prévues pour la soirée. Le photographe avait proposé de prendre des photos de la famille pendant la fête sur la place. Une offre que Catherine avait acceptée avec plaisir. La fête communautaire devait débuter à 20h sur la place de la Croix-Rousse. Les organisateurs avaient installé une petite estrade pour les discours et la musique, disposé des tables avec des boissons chaudes et des pâtisseries, et prévu un feu d'artifice pour minuit qui serait tiré depuis le plateau. Une centaine de familles du quartier étaient attendues, et l'ambiance promettait d'être chaleureuse, malgré le froid hivernal. Les marchands étaient arrivés vers 20h15, emmitouflés dans leurs manteaux d'hiver. Julien portait son anorak bleu marine, un jean et ses baskets Adidas blanches neuves, un cadeau de Noël dont il était particulièrement fier. Émilie, vêtue d'un manteau rose et d'un bonnet assorti, tenait fermement la main de sa mère. Vincent Leclerc les avait rejoints peu après, son appareil photo en bandoulière, prêt à immortaliser la soirée. La place était illuminée par des guirlandes électriques multicolores et des lampions suspendus entre les façades des immeubles. Un groupe de musiciens jouait des airs festifs, et des tables avaient été dressées où les habitants apportaient des gâteaux et des boissons à partager. L'atmosphère était joyeuse et décontractée. Les enfants couraient entre les adultes et les conversations fusaient dans un brouhaha chaleureux typique des fêtes de quartier. Jusqu'à 23h30 environ, tout s'était déroulé normalement. Julien avait joué avec d'autres enfants du quartier qu'il connaissait de l'école ou des squares, notamment Marc Fontaine et Ludovic Perrin, 2 camarades de sa classe. Catherine avait gardé un œil vigilant sur ses enfants tout en discutant avec d'autres mères, tandis qu'André était resté en retrait, sirotant un vin chaud près de Vincent qui prenait des photographies de la foule. Émilie ne quittait pas sa mère d'une semelle, fatiguée par la soirée et l'excitation ambiante. Vers 23h45, l'animateur de la soirée avait annoncé au microphone que le feu d'artifice serait tiré depuis le belvédère, situé à environ 200 mètres de la place, et que les spectateurs pouvaient s'y rendre s'ils souhaitaient avoir une meilleure vue. Un groupe d'une vingtaine de personnes, principalement des jeunes et des adolescents accompagnés de quelques parents, s'était alors dirigé vers le belvédère en empruntant la rue Rivet. C'est à ce moment précis que Julien avait demandé à son père
s'il pouvait aller avec le groupe pour mieux voir le feu d'artifice. André avait hésité quelques secondes, pesant les risques, puis avait accepté en lui recommandant de rester avec ses camarades Marc et Ludovic et de revenir immédiatement après le spectacle. Catherine, occupée à calmer Émilie qui pleurait de fatigue, n'avait pas participé à cette conversation. Vincent, qui avait entendu l'échange, avait proposé de suivre le groupe pour prendre des photos du feu d'artifice, ce qui avait rassuré André. Julien était donc parti en petite foulée pour rattraper le groupe qui s'éloignait déjà. Plusieurs témoins l'avaient vu rejoindre ses camarades, reconnaissables à son anorak bleu marine et à l'écharpe rouge qui flottait derrière lui. Marc Fontaine confirmerait plus tard que Julien les avait effectivement rejoints et qu'ils avaient marché ensemble jusqu'au Belvédère, parlant avec enthousiasme du feu d'artifice qui allait commencer. Au Belvédère, une vingtaine de personnes s'étaient rassemblées, profitant de la vue panoramique sur Lyon qui s'étendait en contrebas, illuminée par les lumières de la ville. Vincent Leclerc était arrivé quelques minutes après le groupe d'enfants et avait commencé à préparer son appareil pour capturer le spectacle pyrotechnique. Il se souvenait avoir vu Julien discuter avec ses amis près du muret de protection, excité par l'attente. À minuit précis, le premier feu d'artifice avait éclaté dans le ciel nocturne, provoquant des exclamations admiratives dans la foule. Les gerbes de lumière colorées se succédaient, rouges, vertes, bleues et dorées, accompagnées des détonations caractéristiques qui résonnaient dans la nuit froide. Le spectacle avait duré environ 15 minutes, une durée modeste mais suffisante pour émerveiller les spectateurs. C'est après la dernière salve, vers minuit 15, que tout avait basculé. Alors que les groupes commençaient à se disperser pour retourner vers la place principale, Marc Fontaine et Ludovic Perrin s'étaient rendus compte que Julien n'était plus avec eux. Ils avaient d'abord pensé qu'il était parti devant, pressé de retrouver ses parents. Vincent Leclerc, occupé à ranger son matériel photographique, n'avait pas remarqué le moment exact où le garçon s'était éloigné. Les deux camarades étaient rentrés sur la place vers minuit 25 et avaient naturellement cherché Julien du regard pour le saluer, mais ne l'avaient pas trouvé. Ils n'avaient pas immédiatement alerté leurs propres parents, supposant que leur ami était simplement ailleurs dans la foule dense, qui célébrait maintenant bruyamment l'arrivée de la nouvelle année. Ce n'est que vers minuit 40 que Catherine, ne voyant toujours pas son fils revenir, avait commencé à s'inquiéter sérieusement. André était parti à sa recherche, parcourant la place dans tous les sens, interrogeant les gens qu'il croisait. Vincent, alerté par Catherine qui avait Émilie endormie dans les bras, s'était joint aux recherches. Ils avaient rapidement compris que personne n'avait vu Julien depuis le feu d'artifice. À 1 heure du matin, l'inquiétude s'était transformée en panique. André et Vincent étaient retournés au Belvédère avec plusieurs autres hommes du quartier, fouillant les alentours avec des lampes torches, appelant le nom de Julien dans la nuit maintenant silencieuse. Catherine était restée sur la place avec Émilie, refusant de bouger au cas où son fils réapparaîtrait, les yeux rougis, scrutant désespérément chaque silhouette qui passait. À 1h30, André avait pris la décision d'appeler la police depuis une cabine téléphonique. Les premiers agents étaient arrivés vers 2 heures du matin et avaient immédiatement lancé des recherches systématiques dans le quartier. Le commissariat du 2e arrondissement avait été alerté et l'inspecteur de permanence, Paul Garnier, un homme d'une 50aine d'années à l'expérience reconnue, s'était rendu sur place pour coordonner les opérations. Les heures suivantes avaient été un cauchemar éveillé pour la famille Marchand. Des dizaines de policiers avaient ratissé le quartier, fouillé les ruelles, les cours intérieures, les passages couverts typiques de la Croix-Rousse, interrogé tous les témoins présents à la fête. Des maîtres chiens avaient été appelés en renfort à l'aube, tentant de suivre une piste olfactive à partir de l'anorak de rechange de Julien, mais sans succès concluant dans les rues où des centaines de personnes avaient circulé pendant la nuit. L'aube du 1er janvier 1985 s'était levée sur une famille brisée et un quartier sous le choc. Julien Marchand avait disparu sans laisser la moindre trace, volatilisé au milieu d'une foule de voisins et de connaissances, dans un quartier qu'il connaissait par cœur,
lors d'une nuit qui aurait dû être synonyme de joie et d'espoir. Les premiers jours de janvier 1985 furent une épreuve indicible pour la famille Marchand. L'appartement de la rue des Tables Claudiennes, habituellement animé par les rires et les jeux des enfants, s'était transformé en un lieu de silence oppressant, uniquement rompu par les sanglots étouffés de Catherine et les conversations à voix basse avec les policiers qui se succédaient pour poser toujours les mêmes questions. L'inspecteur Paul Garnier avait pris l'affaire très à cœur. Père de 3 enfants lui-même, il comprenait l'angoisse absolue que vivaient les Marchands. Son équipe avait interrogé plus de 150 personnes présentes à la fête du Réveillon, reconstitué avec précision le déroulement de la soirée, établi une chronologie minutieuse des mouvements de chacun. Vincent Leclerc avait été interrogé à plusieurs reprises, comme tous ceux qui avaient eu un contact avec Julien ce soir-là, mais son témoignage était cohérent et son alibi vérifiable, grâce aux photographies qu'il avait prises, dont les négatifs comportaient des horodatages automatiques. Les recherches s'étaient étendues bien au-delà du quartier de la Croix-Rousse. Des plongeurs avaient sondé la Saône et le Rhône aux endroits accessibles. Des équipes avaient fouillé les parcs, les terrains vagues, les chantiers en cours dans le quartier. L'affaire avait rapidement été médiatisée, et la photographie scolaire de Julien, montrant un garçon souriant aux cheveux bruns coupés courts et aux yeux noisettes pétillants d'intelligence, s'était retrouvée placardée dans toute la ville, puis dans toute la région Rhône-Alpes. Des centaines d'appels étaient parvenus à la police dans les semaines qui suivirent. Des témoignages contradictoires, des suppositions, des théories diverses. Quelqu'un prétendait avoir vu un garçon correspondant à la description de Julien dans une gare routière à Grenoble. Un autre affirmait l'avoir aperçu dans un centre commercial à Villeurbanne. Chaque piste était suivie méticuleusement, et chaque fois, elle se révélait infructueuse. La piste criminelle avait été explorée sans ménagement. Tous les délinquants sexuels fichés dans le département avaient été interrogés, leurs alibis vérifiés. Les enquêteurs avaient épluché les antécédents de toutes les personnes ayant eu un contact régulier avec Julien, enseignants, voisins, commerçants du quartier, membres de la famille élargie. Rien n'avait émergé qui puisse constituer un début de piste sérieuse. Catherine avait dû prendre un congé de son poste d'enseignante. Elle passait ses journées prostrée sur le canapé du salon, serrant contre elle le pull préféré de Julien qui gardait encore son odeur, ou bien assise près du téléphone, attendant un appel qui ne venait pas. Elle avait maigri de façon alarmante, dormait à peine et refusait souvent de s'alimenter. Sa sœur, Marguerite, était venue de Valence pour l'épauler, s'occupant d'Émilie, qui ne comprenait pas vraiment ce qui se passait, mais sentait confusément que quelque chose de terrible avait frappé sa famille. André avait réagi différemment. Après le choc initial, il s'était plongé dans un activisme désespéré, multipliant les initiatives pour retrouver son fils. Il avait fait imprimer des milliers d'affiches supplémentaires qu'il plaçardait lui-même dans toute la région, contactait les médias, organisait des battues avec des volontaires, écrivait aux autorités. Le soir, il arpentait les rues de Lyon, scrutant chaque recoin, chaque visage d'enfant, comme si Julien allait surgir miraculeusement au détour d'une rue. Ses collègues du centre de tri postal s'inquiétaient pour lui, le voyant arriver au travail hagard, les yeux cernés, accomplissant ses tâches de façon mécanique avant de repartir continuer ses recherches. Émilie, malgré son jeune âge, était profondément affectée par le drame. Elle faisait des cauchemars récurrents, se réveillant en pleurant et appelant son frère. À l'école maternelle, les enseignantes notaient qu'elle s'était repliée sur elle-même, ne jouait plus avec les autres enfants, et dessinait compulsivement des maisons avec une fenêtre vide qui, selon la psychologue consultée, représentait l'absence de Julien. Catherine culpabilisait terriblement de ne pas pouvoir s'occuper correctement de sa fille, trop engloutie dans son propre chagrin. Vincent Leclerc s'était révélé un soutien précieux durant ces mois difficiles. Il montait régulièrement voir la famille, apportait des courses, aidait aux démarches administratives, accompagnait André dans certaines de ses recherches. Il avait développé toutes les photographies qu'il avait prises lors de la soirée du Réveillon et les avait remises à la police.
espérant qu'un détail sur l'un des clichés pourrait fournir un indice. On le voyait sur plusieurs d'entre elles, son appareil à la main, capturant les moments de joie qui avaient précédé le drame. Sa présence constante auprès de la famille était devenue une habitude que personne ne remettait en question. Au fil des mois puis des années, l'affaire Julien Marchand était progressivement sortie des actualités. L'enquête restait officiellement ouverte, mais sans nouvelles pistes, les moyens policiers se réduisaient inévitablement. L'inspecteur Garnier, qui n'avait jamais oublié ce cas, continuait à y consacrer du temps lors de ses permanences, relisant les dossiers, cherchant un détail qui aurait pu échapper à l'attention. Mais sans résultat, la vie avait dû continuer malgré tout. Catherine était retournée enseigner en septembre 1985, trouvant dans le contact avec ses élèves un réconfort fragile et une raison de se lever chaque matin. André avait maintenu son travail au poste, mais quelque chose s'était brisé en lui. L'homme autrefois taciturne mais présent était devenu une ombre silencieuse qui accomplissait les gestes du quotidien sans vraiment y être. Le couple ne se parlait presque plus, enfermés chacun dans leurs douleurs respectives, incapables de se consoler mutuellement. Émilie grandissait dans l'ombre du frère disparu. Sa chambre avait été conservée intacte, comme un sanctuaire que personne n'osait modifier. Ses collections de timbres restaient rangées sur l'étagère, ses vêtements dans l'armoire, ses livres sur le bureau. Chaque anniversaire de Julien était marqué par une messe à l'église Saint-Bruno de la Croix-Rousse, où un nombre décroissant de voisins et de connaissances venaient de présenter leurs condoléances renouvelées. Le 10e anniversaire de la disparition, en janvier 1995, avait été particulièrement éprouvant. Les médias locaux avaient ressorti le dossier, interrogé à nouveau les parents qui avaient accepté de témoigner dans l'espoir qu'un nouveau témoin se manifeste. Catherine, vieillie prématurément par le chagrin, avait lancé un appel télévisé poignant. Mais rien n'était venu. André était décédé en juin 1998 d'une crise cardiaque massive, à l'âge de 51 ans seulement. Les médecins avaient parlé d'un cœur usé prématurément par le stress et la douleur. Catherine et Émilie, alors âgées de 20 ans et étudiantes en psychologie à l'université Lyon 2, s'étaient retrouvées seules toutes les deux. La mort d'André avait paradoxalement rapproché la mère et la fille, qui avaient appris à reconstruire une relation plus intime, partageant enfin leur douleur commune. Vincent Leclerc était resté un pilier pour elle. Maintenant âgé d'une 60aine d'années, semi-retraité de son métier de photographe, il continuait à habiter l'appartement du dessous et à veiller discrètement sur les deux femmes. Il aidait Catherine pour les tâches ménagères qu'André accomplissait autrefois. L'accompagnait lors des courses importantes, était présent lors des anniversaires et des fêtes. Émilie le considérait comme un oncle bienveillant, une présence masculine stable dans un univers qui en manquait cruellement. Au début des années 2000, l'affaire Julien Marchand était devenue l'un de ces cold cases que les policiers évoquent entre eux lors des formations ou des conférences. Un exemple de disparition inexpliquée malgré une enquête approfondie et méthodique. L'inspecteur Garnier, parti à la retraite en 2002, avait confié le dossier à des collègues plus jeunes, mais il pensait encore régulièrement à ce petit garçon dont le sourire sur la photographie scolaire continuait de le hanter. Catherine, désormais âgée de 57 ans, s'était habituée à vivre avec cette absence comme on vit avec une amputation. La douleur était toujours là, sourde et permanente, mais elle avait appris à fonctionner malgré elle. Elle enseignait toujours, trouvait du réconfort dans ses petits-enfants, car Émilie s'était mariée en 2004 et avait eu un fils, Théo, en 2005. Voir ce petit garçon grandir ravivait parfois des souvenirs douloureux, mais apportait aussi une forme de paix fragile. Émilie, devenue psychologue spécialisée dans l'accompagnement des familles de disparus, avait trouvé sa vocation dans sa propre tragédie. Elle travaillait pour une association lyonnaise et consacrait son temps à aider d'autres familles traversant l'épreuve qu'elle connaissait intimement. Son mari, Raphaël, ingénieur chez Renault Trucks, la soutenait dans son engagement et comprenait que le souvenir de Julien ferait toujours partie de leur vie familiale.
L'appartement de la rue des Tables Claudiennes était toujours le foyer de Catherine, qui avait refusé toutes les suggestions de déménager. La chambre de Julien restait intacte, même si Émilie avait discrètement rangé certaines affaires dans des cartons pour préserver leur état. Parfois, Catherine s'asseyait sur le lit de son fils disparu et feuilletait les albums de timbres, revivant mentalement les après-midi où elle le regardait classer méticuleusement ses acquisitions. Vincent Leclerc, maintenant âgé de 65 ans, souffrait d'arthrose et se déplaçait plus difficilement, mais il montait encore régulièrement voir Catherine. Ils prenaient le café ensemble, évoquaient le passé sans amertume excessive, avaient développé une complicité née de décennies de voisinage et de soutien mutuel. Il apportait parfois des photographies anciennes qu'il retrouvait en rangeant ses archives, des clichés de Julien enfant qui provoquaient chez Catherine un mélange de douleur et de gratitude. Puis était arrivé ce début janvier 2007. Émilie, qui venait déjeuner chez sa mère tous les dimanches avec Raphaël et Théo, avait trouvé Catherine particulièrement pensive ce jour-là. La veille, le 6 janvier, elle avait reçu une carte de vœux par la poste. Le samedi 6 janvier 2007, Catherine Marchand avait trouvé dans sa boîte aux lettres, parmi les factures et les prospectus publicitaires habituels, une enveloppe beige de format standard qui avait immédiatement attiré son attention. L'adresse était écrite à la main d'une écriture soignée mais légèrement tremblante, et le timbre oblitéré indiquait un envoi depuis Lyon même, 3 jours auparavant. Mais ce qui l'avait troublé immédiatement, c'était que l'enveloppe était adressée non pas à elle, mais à sa fille, mademoiselle Émilie Marchand, suivie de l'adresse de la rue des Tables Claudiennes. Catherine était remontée chez elle avec le courrier, le cœur battant d'une anxiété qu'elle ne s'expliquait pas encore. Elle avait posé l'enveloppe mystérieuse sur la table de la cuisine et l'avait observée longuement avant d'appeler Émilie sur son téléphone portable. Sa fille était occupée avec Théo et avait proposé de passer le lendemain, comme prévu pour le déjeuner dominical. Catherine avait insisté avec une urgence inhabituelle dans la voix, expliquant qu'elle avait reçu un courrier étrange et préférait qu'Émilie soit présente pour l'ouvrir. Émilie était arrivée dans l'heure qui suivait, laissant Raphaël s'occuper de leur fils. En voyant l'enveloppe, elle avait froncé les sourcils. Qui pouvait bien lui écrire à l'ancienne adresse de sa mère, qu'elle avait quittée depuis plusieurs années maintenant. La plupart de ses connaissances avaient son adresse actuelle à Villeurbanne, où elle habitait avec sa famille. Avec des mains légèrement tremblantes, Émilie avait ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une carte de vœux simple, représentant un paysage enneigé de montagnes sous un ciel étoilé. Le genre de carte qu'on trouve dans n'importe quelle papeterie. Mais c'est en l'ouvrant qu'Émilie avait senti son sang se glacer dans ses veines. Le message, écrit de la même écriture soignée que l'adresse, disait « Chère Émilie, 22 ans ont passé depuis cette nuit. Le temps est venu de te dire la vérité. Julien n'a pas disparu. Il a été mis en sécurité loin de ce qui le menaçait. Cherche dans les albums, tu comprendras. Pardonne-nous. Un ami qui n'a jamais cessé de veiller. » Émilie avait dû s'asseoir, les jambes coupées. Catherine, lisant par-dessus son épaule, avait porté la main à sa bouche, étouffant un cri. Pendant plusieurs minutes, les deux femmes étaient restées figées, incapables de prononcer un mot, relisant encore et encore ces quelques lignes qui venaient de faire exploser 22 années de certitudes douloureuses. Julien n'avait pas disparu. Il avait été mis en sécurité. Mais en sécurité de quoi? De qui? Et par qui? Qui était cet ami qui n'a jamais cessé de veiller? Et que signifiait « cherche dans les albums » Émilie avait immédiatement pensé à contacter la police, mais Catherine l'avait retenue. « Attendons » avait-elle murmuré d'une voix brisée. « Essayons d'abord de comprendre. Les albums. Il doit parler des albums de timbres de Julien. » Elle s'était dirigée vers la chambre sanctuaire, que Catherine n'ouvrait plus qu'occasionnellement pour l'aérer et dépoussiérer. Les albums de timbres de Julien étaient toujours rangés sur l'étagère, 7 volumes reliés recouverts de tissu bleu marine, où le garçon avait méticuleusement classé ses trésors philatéliques pendant des années. Catherine avait sorti le premier album,
celui que Julien avait commencé à l'âge de 6 ans et l'avait ouvert avec des mains tremblantes. Les pages jaunies par le temps révélaient des timbres soigneusement collés, accompagnés de notes manuscrites de l'écriture enfantine de Julien. Pays d'origine, année d'émission, valeur faciale. Elle avait parcouru l'album page après page, sans rien remarquer d'inhabituel. Émilie avait pris le 2e album, puis le 3e, scrutant chaque page avec attention. C'est en arrivant au 5e album, celui que Julien utilisait en 1984, qu'elle avait remarqué quelque chose d'étrange. Vers le milieu de l'album, une page semblait légèrement plus épaisse que les autres, comme si quelque chose était glissé dessous. Avec des précautions infinies, Émilie avait délicatement décollé la page. Derrière, dissimulée depuis 22 ans, se trouvait une photographie. Un cliché en couleur légèrement fanée, montrant un petit garçon d'environ 9 ans devant une maison de campagne, tenant dans ses bras un chien de berger. L'enfant souriait à l'objectif, les cheveux un peu plus longs que dans le souvenir qu'Émilie gardait de son frère, mais les traits du visage étaient reconnaissables. C'était indubitablement Julien. Au dos de la photographie, une date était inscrite au stylo-bille. Août 1985. 8 mois après sa disparition. Julien était vivant 8 mois après le réveillon tragique. Catherine avait pris la photographie d'une main tremblante, les larmes ruisselant sur ses joues. « Mon Dieu !» avait-elle murmuré. « Mon petit garçon était vivant !» Émilie, sous le choc, avait continué à examiner l'album. D'autres pages révélaient d'autres surprises. Une 2e photographie était cachée quelques pages plus loin, montrant Julien un peu plus âgé, peut-être 12 ou 13 ans, dans ce qui semblait être un jardin public. Au dos, printemps 1989. Une 3e photographie, glissée à la fin de l'album, montrait un jeune homme d'environ 16 ou 17 ans, assis sur un banc, lisant un livre. Les traits avaient mûri, mais la ressemblance avec les photographies précédentes était indéniable. Au dos, été 2001. Julien avait grandi. Quelqu'un l'avait photographié au fil des années et avait caché ses clichés dans ses albums de timbres, sachant qu'un jour, quelqu'un les trouverait. Mais qui? Et surtout, pourquoi avoir attendu 22 ans pour envoyer cette carte? Le lendemain, dimanche, quand Émilie était revenue avec Raphaël et Théo comme prévu, elle avait apporté la carte et les photographies. Ils avaient longuement discuté de la marche à suivre. Raphaël, pragmatique, insistait pour contacter immédiatement la police. Mais Émilie hésitait, tiraillée entre le désir de comprendre et la peur de ce que la vérité pourrait révéler. Catherine, elle, semblait habitée d'une énergie nouvelle. Pour la première fois depuis 22 ans, une lueur d'espoir brillait dans ses yeux. Si Julien avait été mis en sécurité, cela signifiait qu'il était peut-être encore vivant aujourd'hui. Il aurait 31 ans maintenant. C'est en observant attentivement les photographies, cherchant des indices sur les lieux où elles avaient été prises, qu'Émilie avait remarqué un détail sur le cliché le plus récent. En arrière-plan, légèrement flou mais identifiable, on distinguait une enseigne de pharmacie avec un nom, Pharmacie Arnaud. Une recherche rapide sur Internet avait révélé qu'une pharmacie Arnaud existait dans le petit village de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, à une quinzaine de kilomètres au nord de Lyon. Le lundi 8 janvier 2007, Émilie avait pris sa matinée de congé et s'était rendue à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or avec sa mère. Le village, perché sur les hauteurs des Monts d'Or, comptait à peine 1000 habitants et conservait son caractère rural malgré la proximité de l'agglomération lyonnaise. La pharmacie Arnaud se trouvait sur la petite place centrale, face à l'église romane et à la mairie. Les 2 femmes étaient entrées dans la pharmacie, le cœur battant. Une femme d'une 50aine d'années les avait accueillies avec un sourire professionnel. Émilie avait sorti discrètement la photographie de 2001 et l'avait montrée à la pharmacienne, expliquant qu'elle cherchait à identifier le jeune homme sur le cliché, un cousin éloigné qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. La pharmacienne, Madame Arnaud, avait observé attentivement la photographie, puis avait secoué la tête. « Je suis désolée, je ne reconnais pas ce jeune homme. Mais notre pharmacie existe depuis 40 ans. Et mon mari, qui l'a reprise de ses parents, pourrait peut-être vous aider.
Il a une meilleure mémoire que moi pour les visages. Monsieur Arnaud, un homme d'une 60aine d'années aux cheveux grisonnants, était sorti de l'arrière-boutique. En voyant la photographie, il avait froncé les sourcils, cherchant dans sa mémoire. Ce visage me dit quelque chose, mais je ne peux pas mettre un nom dessus. Vous savez, on voit beaucoup de monde ici. Des gens du village, des touristes, des randonneurs qui viennent pour les sentiers des Monts d'Or. Émilie avait insisté, expliquant que c'était très important pour sa famille. Monsieur Arnaud avait suggéré de montrer la photo à d'autres commerçants du village, notamment au café-tabac voisin où se retrouvaient régulièrement les habitants. Au café de la place, tenu par un couple septuagénaire, les Mercier, la réaction avait été différente. Madame Mercier, après avoir chaussé ses lunettes et examiné longuement le cliché, avait eu une exclamation. « Mais oui, ce garçon venait parfois boire un café ici, il y a quelques années. Je me souviens de lui parce qu'il était toujours très poli, avec des bonnes manières. Il lisait beaucoup, toujours un livre avec lui. » Le cœur d'Émilie s'était mis à battre plus fort. « Vous vous souvenez de son nom ? » ?»« Non, désolé, il ne venait pas très régulièrement, peut-être une fois par mois, parfois plus rarement. Et puis à un moment, il a arrêté de venir. Ça doit faire, 4 ou 5 ans que je ne l'ai pas vu. Il habitait dans le village. » Madame Mercier avait haussé les épaules. « Ça, je ne saurais pas vous dire. Mais il arrivait toujours à pied, jamais en voiture. Donc il devait habiter dans le coin, ou alors il venait de Lyon en bus et se promenait ensuite. » Cette information, aussi mince soit-elle, était la première piste concrète en 22 ans. Émilie et Catherine étaient reparties du village avec un mélange d'espoir et de frustration. Julien, ou quelqu'un qui lui ressemblait terriblement, avait fréquenté ce village il y a quelques années, mais où était-il maintenant ? De retour chez Catherine, elles avaient examiné à nouveau la carte de vœux et son message cryptique. Un ami qui n'a jamais cessé de veiller. Qui pouvait être cet ami ? Quelqu'un de suffisamment proche pour avoir accès aux albums de Julien, pour pouvoir y glisser des photographies sans être découvert. Quelqu'un qui connaissait l'adresse de Catherine et savait qu'Émilie viendrait régulièrement la voir. Catherine avait établi une liste mentale des personnes qui auraient pu avoir accès à l'appartement au fil des années. Des membres de la famille, quelques amis proches et Vincent Leclerc. Le voisin du dessous qui montait si souvent, qui était présent à la fête du réveillon, qui avait soutenu la famille pendant toutes ces années. Émilie avait regardé sa mère et elles avaient échangé un regard où se mêlaient le doute et l'incrédulité. Vincent, c'était impossible. Pourtant, plus elles y réfléchissaient, plus les pièces du puzzle semblaient s'assembler d'une façon troublante. Vincent était photographe. Les clichés retrouvés dans l'album étaient de qualité professionnelle. Vincent était au belvédère la nuit de la disparition. Vincent avait toujours été présent, toujours disponible, toujours prévenant. Vincent habitait juste en dessous et aurait pu facilement monter déposer les photographies dans l'album, lors d'une de ses nombreuses visites, profitant d'un moment d'inattention. Mais pourquoi ? Quel motif aurait pu pousser Vincent à enlever Julien ? Il n'avait jamais montré le moindre comportement inquiétant. Il était comme un oncle pour les enfants marchands. Un oncle célibataire, sans famille propre, qui s'était attaché aux enfants de ses voisins. Émilie avait décidé d'agir avec prudence. Elle ne voulait pas accuser quelqu'un injustement, surtout un homme qui avait été si présent pour sa mère pendant toutes ces années. Elle avait contacté discrètement l'ancienne équipe d'enquête, demandant à parler à quelqu'un qui connaissait bien le dossier, Julien Marchand. L'inspecteur Garnier, bien que retraité, avait accepté de la rencontrer. À 75 ans, il conservait une mémoire aiguë des affaires qui l'avaient marqué, et celle de Julien Marchand en faisait indubitablement partie. Dans le petit café où ils s'étaient retrouvés, Émilie lui avait montré la carte de vœux et les photographies. Le vieil inspecteur avait observé longuement les clichés, son visage exprimant un mélange de stupéfaction et d'excitation. « Mon Dieu !» avait-il murmuré. « Après toutes ces années, vous avez contacté mes anciens collègues ? » ?»« Pas encore. Je voulais d'abord vous consulter. Je ne sais pas comment procéder. » Garnier avait hoché la tête pensivement. Ces photographies prouvent que Julien a été maintenu en vie au moins jusqu'en 2001. 15 ans après sa disparition.
La personne qui les a prises l'avait sous sa garde, ou du moins avait un accès régulier à lui. Nous pensons que ça pourrait être notre voisin Vincent Leclerc, avait avoué Émilie. Il est photographe, il était présent ce soir-là, et il aurait pu cacher ses photos dans l'album. Garnier avait froncé les sourcils. Vincent Leclerc, je me souviens de lui. Nous l'avons interrogé longuement à l'époque. Son alibi était solide. Ses photographies prouvaient qu'il était au belvédère au moment critique. Mais il s'était tu, cherchant dans sa mémoire. Il y avait quelque chose dans son témoignage qui m'avait légèrement troublé à l'époque, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Une sorte de, d'émotion excessive quand on évoquait Julien. Que voulez-vous dire? C'est difficile à expliquer. Quand on interroge des témoins après une disparition d'enfants, on voit toutes sortes de réactions. La plupart des gens sont choqués, compatissants. Certains sont nerveux parce qu'ils se sentent soupçonnés. Mais Vincent Leclerc, il semblait porter un chagrin personnel, comme s'il avait perdu son propre enfant. Sur le moment, j'ai mis ça sur le compte de son attachement aux enfants marchands. Mais maintenant que vous me montrez ces photographies, Émilie sentait son estomac se nouer. Que devrais-je faire? Officiellement, vous devriez nous remettre ces éléments immédiatement pour qu'une nouvelle enquête soit ouverte. Mais Garnier avait marqué une pause. Si Julien est encore vivant aujourd'hui, il a 31 ans. C'est un adulte. La question n'est plus seulement de retrouver un enfant disparu, mais de comprendre pourquoi il n'est jamais revenu de lui-même. S'il a été retenu contre son gré toutes ces années, c'est un crime gravissime. Mais s'il a choisi de rester éloigné, il avait laissé la phrase en suspens. Le soir même, Émilie était retournée chez sa mère. Vincent était justement monté prendre le café, comme il le faisait 3 ou 4 fois par semaine. En le voyant entrer dans l'appartement familier avec son sourire bienveillant et sa démarche légèrement ralentie par l'âge, Émilie avait ressenti un vertige. Cet homme qu'elle considérait comme un membre de la famille était-il responsable de la plus grande tragédie qu'elles avaient vécue? Elle l'avait observé pendant qu'il bavardait avec Catherine, racontant une anecdote sur ses anciennes années de photographie. Il semblait si normal, si authentiquement affectueux. Mais Émilie avait appris dans sa formation de psychologue que les apparences pouvaient être terriblement trompeuses. Quand Vincent était reparti, Émilie avait confronté sa mère à leurs soupçons. Catherine avait d'abord refusé d'y croire. Vincent, c'est impossible. Il a été là pour nous pendant toutes ces années. Comment pourrait-il? Mais sa voix manquait de conviction. Elles avaient passé la nuit à discuter, à retracer mentalement tous les souvenirs qu'elles avaient de Vincent, cherchant des signes qu'elles auraient pu manquer. Et plus elles réfléchissaient, plus une image troublante émergeait. Vincent le célibataire qui n'avait jamais eu d'enfant, Vincent qui s'était attaché aux enfants marchands avec une intensité particulière, Vincent qui avait toujours été là, toujours disponible, presque trop présent. Catherine s'était souvenue d'un détail qu'elle avait enfoui depuis longtemps. Quelques années avant la disparition de Julien, Vincent avait évoqué lors d'une conversation qu'il avait failli se marier dans sa jeunesse, mais que sa fiancée était morte dans un accident de voiture, alors qu'elle était enceinte de leur premier enfant. Il n'avait plus jamais parlé de fonder une famille après ça. Un homme privé de paternité qui s'était attaché à l'enfant de ses voisins. Était-ce suffisant pour expliquer un acte aussi extrême que l'enlèvement? Le lendemain, Émilie avait pris une décision audacieuse. Elle allait confronter Vincent directement, mais pas seule. Elle avait demandé à Raphaël de l'accompagner et avait prévenu discrètement l'inspecteur Garnier de se tenir prêt à intervenir si nécessaire. Le mercredi 10 janvier 2007, en fin d'après-midi, Émilie et Raphaël s'étaient présentés à la porte de Vincent Leclerc. L'appartement du photographe, où Émilie était entrée des centaines de fois au cours de sa vie, lui sembla soudain étrange et menaçant. Vincent les avait accueillis avec surprise mais courtoisie, leur offrant du café comme il le faisait toujours. Émilie était allée droit au but. Elle avait sorti l'enveloppe contenant la carte de vœux et les photographies et les avait posées sur la table basse du salon. « Vincent, nous avons reçu ceci et nous pensons que vous savez quelque chose. »
Le visage du vieil homme s'était décomposé. Il avait regardé les photographies, et ses mains s'étaient mises à trembler. Pendant un long moment, un silence pesant avait empli la pièce. Puis, d'une voix brisée, Vincent avait murmuré « Je savais que ce jour viendrait. J'ai prié pour qu'il n'arrive jamais, mais je savais qu'il viendrait. » Raphaël s'était levé, prêt à intervenir si nécessaire, mais Émilie lui avait fait signe de rester assis. « Vincent, où est mon frère ?» Les larmes avaient recommencé à couler sur les joues ridées du photographe. « Il est vivant, Émilie. Je te le jure, il est vivant et en sécurité. Je n'ai jamais voulu vous faire du mal. Je voulais juste le protéger. » Le protéger de quoi? Vincent s'était levé péniblement et s'était dirigé vers une étagère où s'alignaient des albums de photographie. Il en avait sorti un, ancien et usé, et l'avait ouvert devant Émilie. Les clichés montraient André Marchand, le père d'Émilie, à différentes époques. Sur certaines photos, on le voyait en compagnie d'autres hommes, dans ce qui semblait être des bars ou des arrière-salles de café. « Ton père », avait commencé Vincent d'une voix tremblante, avait un problème de jeu, un problème très grave. Il jouait aux courses, au poker, il pariait sur n'importe quoi. Ta mère n'était pas au courant de l'ampleur du désastre. Moi, je savais. André se confiait à moi, cherchait parfois à emprunter de l'argent. En 1984, il avait accumulé des dettes colossales auprès de gens dangereux, plus de 100 000 francs. Émilie écoutait, pétrifiée. Elle n'avait jamais rien su de cela. Quelques jours avant Noël 1984, André était venu me voir dans un état de panique totale. Ses créanciers l'avaient menacé. Il ne pouvait pas s'en prendre à lui directement parce qu'il travaillait au poste et que ça aurait attiré l'attention. Mais ils avaient trouvé un autre moyen de pression. Ils avaient dit qu'ils s'en prendraient à ses enfants si la dette n'était pas remboursée avant la fin de l'année, spécifiquement à Julien. La voix de Vincent se brisait entre chaque phrase. André était terrorisé. Il n'avait aucun moyen de trouver une telle somme. Il m'avait supplié de l'aider, mais je ne disposais pas d'une telle fortune. J'ai alors eu cette idée. Terrible, folle, mais c'était la seule solution que je voyais. « Vous l'avez enlevé » murmura Émilie, la gorge serrée. La nuit du réveillon, au belvédère, pendant que tout le monde regardait le feu d'artifice, j'ai dit à Julien que son père voulait le voir en urgence, qu'il y avait un problème avec sa mère. Il m'a suivi sans méfiance. J'avais garé ma voiture dans une rue adjacente. En quelques minutes, nous étions loin. « Comment avez-vous pu faire ça à ma famille, à ma mère ?» Vincent pleurait ouvertement maintenant. J'ai pensé à toutes les options. Si Julien restait, il était en danger réel. Ces hommes ne plaisantaient pas. Si j'allais à la police, ils s'en prendraient quand même à lui avant que quoi que ce soit puisse être fait. J'ai pensé qu'en le faisant disparaître, en le mettant à l'abri, je le sauverais. Et André pourrait gagner du temps pour trouver une solution pour ses dettes. Et mon père était d'accord avec ce plan? Vincent avait secoué la tête violemment. Non, il n'a jamais su. Personne ne savait. J'ai agi seul. Après la disparition, André était anéanti. Je l'ai vu se détruire de culpabilité, se demander si ses créanciers avaient enlevé Julien. Il n'a jamais fait le rapprochement avec moi. Comment l'aurait-il pu? J'étais celui qui le soutenait, qui l'aidait à chercher. La révélation était si énorme qu'Émilie avait du mal à la saisir pleinement. Où l'avez-vous emmené? J'avais hérité d'une petite maison dans les Monts d'Or quelques années auparavant. C'était la maison de mes parents, isolée, entourée d'un grand terrain. Personne ne savait que je la possédais encore. Je l'avais gardée, mais n'y allais presque jamais. J'y ai installé Julien. Pendant 22 ans? Vous l'avez gardé prisonnier pendant 22 ans? Non! Vincent s'était presque écrié le mot. Les premiers mois, oui, je ne lui ai pas donné le choix. Mais j'avais tout préparé. J'avais acheté des livres, des jeux, tout ce qu'un enfant pouvait vouloir. Je lui rendais visite plusieurs fois par semaine. Je lui apportais à manger, des vêtements. Je lui ai expliqué qu'il était en danger, que je le protégeais. Il avait 9 ans, Vincent. 9 ans. Comment un enfant de 9 ans peut-il comprendre ça? Je sais. Mon Dieu, je sais. Au début, s'il pleurait tout le temps, il voulait rentrer chez lui, retrouver sa mère, toi. C'était insupportable.
Mais je lui répétais que s'il rentrait, des méchants lui feraient du mal. Progressivement, il s'est habitué, ou plutôt, il s'est résigné. Vincent s'était dirigé vers un placard et en avait sorti une boîte en fer. À l'intérieur, des centaines de photographies montraient Julien à tous les âges, de l'enfance à l'adolescence puis à l'âge adulte. J'ai documenté sa vie. Je lui ai donné une éducation. J'achetais des manuels scolaires, je lui enseignais ce que je pouvais. Quand il a été plus âgé, j'ai installé Internet dans la maison. Il pouvait se former, lire, apprendre. Je ne l'ai jamais maltraité, Émilie. Je te le jure, je l'ai aimé comme mon propre fils. Mais ce n'était pas votre fils, c'était le nôtre. Je sais. Et chaque jour, je vivais avec ce poids sur la conscience. Voir Catherine se détruire, voir André mourir de chagrin, te voir grandir dans l'ombre de ce drame. J'ai voulu 1000 fois tout avouer, ramener Julien. Mais comment? Comment expliquer? J'avais détruit tant de vies. Et au fil des années, la menace qui pesait initialement sur Julien était devenue obsolète. Les créanciers d'André avaient fini par l'oublier, il avait remboursé petit à petit. Mais Julien était devenu un adulte qui avait vécu isolé du monde pendant son enfance et son adolescence. Comment aurait-il pu se réintégrer? Il est toujours dans cette maison? Vincent avait secoué la tête. Non, il y a 5 ans, quand il a eu 26 ans, je lui ai donné le choix. Je lui ai dit qu'il était libre de partir s'il le voulait, que je ne le retiendrais plus. Je lui ai donné de l'argent, des papiers d'identité que j'avais fabriqués au fil des ans sous une autre identité. Je lui ai expliqué toute la vérité, ce que j'avais fait, pourquoi je l'avais fait. Et il est parti. Il m'a dit qu'il ne me pardonnerait jamais, mais qu'il ne pouvait pas non plus retourner vers vous. Trop de temps avait passé. Il ne savait pas comment affronter sa mère, sa sœur. Il ne se sentait plus faire partie de cette famille. Il avait vécu trop longtemps dans l'isolement. Il m'a dit qu'il devait construire sa propre vie, loin de tout ça. Où est-il? La voix d'Émilie était à la fois suppliante et furieuse. Je ne sais pas. Il n'a plus voulu de contact avec moi. Pendant 4 ans, je n'ai eu aucune nouvelle. Puis, il y a 6 mois, j'ai reçu une lettre. Juste quelques lignes pour me dire qu'il allait bien, qu'il avait trouvé un travail, une vie normale sous son nouveau nom. Il m'a demandé de ne jamais chercher à le retrouver. Mais il disait aussi qu'il pensait souvent à sa mère, à sa sœur, qu'il aimerait qu'elle sache qu'il était vivant, mais qu'il ne pouvait pas affronter une réunion. C'est pour ça que vous avez envoyé la carte? J'ai 65 ans. J'ai un cancer du pancréas. Les médecins me donnent 6 mois, peut-être 1 an. Je ne pouvais pas partir en emportant ce secret. Vous aviez le droit de savoir que Julien était vivant. J'ai caché ses photographies dans son album il y a des années, attendant le bon moment. Ou plutôt, je repoussais constamment le moment de la révélation. Maintenant que je sais que je vais mourir, je n'ai plus le choix. Émilie s'était levée, submergée par un tourbillon d'émotions contradictoires. Rage, soulagement, incompréhension, pitié même pour ce vieil homme brisé qui avait cru bien faire et avait causé tant de destruction. Vous allez devoir vous expliquer devant la police, Vincent. Je sais, j'ai écrit une confession complète. Il avait désigné une enveloppe cachetée sur son bureau. Tout y est, les raisons, les faits, les dates, l'adresse de la maison dans les Monts d'Or. Je m'attendais à ce que vous veniez. J'ai juste une requête. Laquelle? Dites à Catherine que je suis désolé, plus désolé qu'elle ne pourra jamais l'imaginer. Dites-lui que chaque jour pendant 22 ans, j'ai porté son chagrin comme si c'était le mien, parce que c'était le mien. J'ai détruit la femme que j'aimais secrètement depuis des années en pensant sauver son fils. Cette dernière révélation avait frappé Émilie comme une gifle. Vincent avait été amoureux de sa mère. Tout prenait soudain un sens terrible et tordu. Un homme amoureux en silence, qui avait pris une décision désespérée pour protéger l'enfant de la femme qu'il aimait, et qui s'était retrouvé piégé dans les conséquences de son acte. L'arrestation de Vincent Leclerc avait fait la une des journaux régionaux pendant des semaines. L'affaire Julien Marchand, disparu depuis 22 ans, refaisait surface de la manière la plus inattendue qui soit. Les médias s'étaient emparés de l'histoire avec avidité. Le voisin bienveillant, qui était en réalité le ravisseur, l'enfant disparu devenu adulte quelque part sous une fausse identité,
la famille dévastée qui découvrait une vérité si complexe. Vincent n'avait opposé aucune résistance. Il avait été placé en garde à vue, puis en détention provisoire, dans l'attente de son procès. Mais son cancer progressait rapidement, et les médecins pénitentiaires estimaient qu'il ne vivrait pas assez longtemps pour voir le jugement. Une ironie cruelle du destin. L'homme qui avait échappé à la justice pendant 22 ans allait peut-être échapper au châtiment légal par la mort. Catherine avait été anéantie par la révélation. Apprendre que son fils était vivant aurait dû être une source de joie incommensurable, mais cette joie était ternie par toutes les autres vérités qui l'accompagnaient. Découvrir les dettes de jeu de son défunt mari, comprendre que le danger qui avait motivé l'enlèvement était réel, même si la solution de Vincent était monstrueuse, réaliser que cet ami si dévoué l'avait trahi de la pire des manières, tout en l'aimant en secret, c'était trop à digérer pour une femme qui avait déjà tant souffert. Elle avait refusé de rendre visite à Vincent en prison. « Je ne peux pas », avait-elle dit à Émilie. « Si je le vois, je ne sais pas ce que je ferai. Une partie de moi veut le remercier d'avoir gardé Julien en vie. Une autre partie veut le tuer pour m'avoir volé 22 ans avec mon fils. » L'enquête policière avait exploré la maison dans les Monts d'Or que Vincent avait indiqué dans sa confession. C'était une bâtisse ancienne, mais bien entretenue, entourée d'arbres, isolée au bout d'un chemin de terre. À l'intérieur, les enquêteurs avaient trouvé une chambre qui avait clairement été occupée par un enfant puis un adolescent pendant de nombreuses années. Des jouets anciens côtoyaient des manuels scolaires récents. Des dessins d'enfants étaient affichés sur les murs à côté de photographies d'adolescents. C'était comme une capsule temporelle montrant l'évolution de Julien au fil des ans, une vie parallèle vécue dans l'ombre. Les psychologues consultés par la justice avaient établi que Vincent n'avait jamais abusé sexuellement de l'enfant. Son mobile était réellement la protection, même si ses méthodes étaient criminelles. Il avait créé une forme de prison dorée, tentant de compenser l'enfermement par l'affection et l'éducation. Mais rien ne pouvait excuser le fait qu'il avait privé Julien de sa liberté, de sa famille, de sa jeunesse normale. La question qui hantait tout le monde était « Où se trouvait Julien maintenant ?» Les autorités avaient lancé un appel à témoins, diffusé la photographie de 2001 et fait réaliser un portrait robot de ce à quoi il pourrait ressembler aujourd'hui à 31 ans. Mais aucune piste sérieuse n'avait émergé. Émilie avait réfléchi longuement à la situation de son frère. Si Julien avait choisi de ne pas revenir vers eux après sa libération, c'est qu'il devait avoir ses raisons. 22 ans d'isolement avaient probablement créé des traumatismes psychologiques profonds. Il avait manqué toutes les étapes normales de socialisation d'un enfant, puis d'un adolescent. Comment aurait-il pu simplement reprendre une vie normale, expliquer aux autres où il avait été pendant toutes ces années? En avril 2007, Vincent Leclerc était décédé à l'hôpital pénitentiaire, son cancer ayant emporté ce qui restait de lui. Il avait refusé tout traitement agressif, semblant accepter la mort comme une délivrance. Dans ces derniers jours, il avait demandé à voir Catherine une dernière fois, mais elle avait refusé. Émilie s'était rendue à son chevet, non par pitié, mais parce qu'elle espérait qu'il lui donnerait une dernière information sur Julien. « Il est heureux », avait murmuré Vincent d'une voix à peine audible dans son lit d'hôpital. Dans sa lettre, il disait qu'il avait trouvé quelque chose qui ressemblait au bonheur. Peut-être qu'un jour, il sera prêt à revenir vers vous, mais peut-être aussi qu'il ne le sera jamais, et il faudra accepter son choix. Ces mots avaient été les derniers que Vincent avait prononcés avant de sombrer dans le coma dont il ne s'était jamais réveillé. L'été 2007 avait apporté un nouveau développement inattendu. En août, Catherine avait reçu une lettre. L'enveloppe ne comportait pas d'adresse d'expéditeur, et le cachet de la poste indiquait un envoi depuis Toulouse. À l'intérieur, une feuille de papier avec quelques lignes manuscrites. « Chère maman, je ne sais pas comment commencer cette lettre que j'aurais dû écrire il y a des années. J'ai appris pour Vincent, et j'ai compris que vous saviez maintenant toute la vérité. Je veux que tu saches que je vais bien. J'ai trouvé un travail. J'ai des amis, j'essaie de construire quelque chose qui ressemble à une vie normale. C'est difficile.
Il y a des jours où je me sens complètement perdu, où je ne sais pas qui je suis vraiment. Julien Marchand est mort une nuit de réveillon il y a 22 ans. Je ne suis pas sûr de pouvoir redevenir lui. Je pense à toi chaque jour. Je pense à Émilie, à la petite fille qu'elle était et à la femme qu'elle doit être devenue. Je regrette tellement toutes ces années perdues. Mais je ne sais pas comment combler ce vide. Comment pourrais-je me présenter à ta porte après tout ce temps? Comment pourrais-je expliquer? Un jour, peut-être, j'aurai le courage de revenir, mais ce jour n'est pas encore arrivé. En attendant, sache que tu as été la meilleure mère qu'un enfant puisse espérer, et que ce qui s'est passé n'était en rien ta faute. Tu n'as rien fait de mal. C'est le destin, la malchance, les mauvaises décisions d'autres personnes. Prends soin de toi. Embrasse Émilie pour moi, avec tout mon amour. Ton fils, Julien. Catherine avait pleuré pendant des heures en lisant et relisant cette lettre. C'était la preuve tangible que son fils était vivant, qu'il pensait à elle, qu'il l'aimait encore malgré tout. Mais c'était aussi la confirmation qu'il ne reviendrait peut-être jamais. Émilie avait tenté de faire analyser la lettre pour remonter jusqu'à son frère, mais les experts avaient conclu qu'il serait presque impossible de le localiser avec si peu d'éléments. Julien, ou quel que soit le nom qu'il portait maintenant, avait pris des précautions pour ne pas être retrouvé. Il fallait respecter son choix. Les années suivantes avaient été une période de deuil, d'un genre particulier pour Catherine et Émilie. Elles avaient perdu Julien une seconde fois, mais différemment. La première fois, elles avaient vécu dans l'incertitude absolue, ne sachant pas s'il était mort ou vivant. Cette fois, elles savaient qu'il était en vie quelque part, mais qu'il avait choisi de rester absent. C'était peut-être plus douloureux encore. Catherine avait progressivement accepté la situation. Elle avait encadré la lettre de Julien et l'avait placée dans sa chambre, à côté de ses photographies d'enfants. Elle avait rangé la chambre sanctuaire, donné certains de ses vêtements et jouets à des associations caritatives, gardant seulement les objets les plus significatifs. C'était une façon de faire la paix avec le passé, tout en gardant vivante la mémoire. Émilie avait écrit plusieurs lettres à son frère, les envoyant à l'adresse des parents de Vincent à Toulouse, au cas où Julien aurait mis en place une récupération du courrier. Elle lui racontait sa vie, son fils Théo qui grandissait, son travail avec les familles de disparus qui prenait un sens nouveau. Elle ne savait pas si ces lettres parvenaient à destination, mais l'acte d'écrire en lui-même était thérapeutique. En 2012, 5 ans après la révélation, un événement inattendu s'était produit. Catherine avait reçu un colis par la poste. À l'intérieur, soigneusement emballé, se trouvait un album de timbres. Un album neuf, mais dont les pages étaient remplies de timbres magnifiquement classés, certains rares et précieux. Une note accompagnait l'envoi. Ces timbres viennent de pays que j'ai visités. J'ai continué la collection. Je pense que papa aurait été fier. J. Et c'était le signe que Julien avait reçu au moins certaines des lettres d'Émilie, car elle lui avait écrit que leur père était décédé en 1998. C'était aussi un geste symbolique fort. En poursuivant la passion philatélique qu'il partageait avec André, Julien maintenait un lien avec ses racines, avec l'enfant qu'il avait été. Catherine avait placé cet album à côté des anciens, créant une continuité entre le passé et le présent. C'était sa façon à elle d'accepter que son fils avait continué à exister, à grandir, à vivre, même loin d'elle. En 2015, lors d'un voyage à Toulouse pour une conférence sur l'accompagnement des familles de disparus, Émilie avait décidé d'errer dans les rues de la ville, portant sur elle une photographie récente de sa famille où figurait Théo, maintenant âgé de 10 ans. Elle s'était assise dans un café de la place du Capitole et avait posé la photographie sur la table, bien visible. Elle ne savait pas vraiment ce qu'elle espérait. Peut-être qu'un miracle se produirait et que Julien passerait par là. Peut-être qu'il la surveillait de loin et verrait cette invitation silencieuse. Mais après 2 heures d'attente, elle était repartie, le cœur lourd mais sans amertume. La vie continuait. Catherine avait pris sa retraite de l'enseignement en 2016. Elle avait 66 ans et souhaitait profiter de ses dernières années avec sérénité. Elle voyait beaucoup Théo,
qui lui rappelait par moments son grand-oncle disparu dont il ne connaissait l'histoire que par bribes. Émilie avait décidé d'attendre qu'il soit plus âgé pour lui raconter toute la vérité. En 2020, pendant le confinement lié à la pandémie de Covid-19, Catherine avait reçu un dernier signe de Julien. Un message électronique envoyé depuis une adresse anonyme. « J'espère que tu vas bien pendant cette période difficile. Je pense à toi. J. » C'était bref, presque impersonnel, mais c'était suffisant pour que Catherine sache que son fils veillait sur elle, d'une certaine manière, même à distance. Aujourd'hui, en 2024, l'histoire des marchands reste incomplète. Julien aurait 48 ans maintenant, quelque part en France, peut-être à Toulouse, peut-être ailleurs, il vit sa vie sous une autre identité. Il a peut-être fondé une famille, il a peut-être des enfants qui ne sauront jamais qu'ils ont une grand-mère et une tante à Lyon. Catherine, maintenant âgée de 74 ans, a fait la paix avec cette réalité. Elle a appris qu'on peut aimer quelqu'un profondément même à distance, qu'on peut continuer à être mère d'un enfant qu'on n'a pas vu depuis près de 40 ans. L'amour maternel ne se mesure pas à la proximité physique. Émilie, 56 ans, continue son travail d'accompagnement des familles de disparus avec une empathie particulière. Elle comprend comme peu de gens peuvent comprendre la complexité du deuil suspendu. L'espoir mêlé à la douleur, le désir de savoir tempérer par la peur de ce qu'on pourrait découvrir. Le cas de Julien Marchand reste techniquement un dossier ouvert dans les archives de la police lyonnaise. Vincent Leclerc a été jugé posthume et reconnu coupable d'enlèvement de mineurs, de séquestration et de mise en danger de la vie d'autrui. Mais le véritable coupable de cette tragédie n'était peut-être personne en particulier, ou peut-être tout le monde un peu. André et ses dettes de jeu, Vincent et son amour mal avisé, les créanciers sans pitié, une société qui n'offrait pas assez de protection aux familles en difficulté. La chambre de Julien dans l'appartement de la rue des Tables Claudiennes a été transformée en bureau où Catherine écrit ses mémoires, un témoignage qu'elle compte publier un jour pour aider d'autres familles dans des situations similaires. Sur le bureau trône la photographie du réveillon de 1984, prise par Vincent quelques heures avant le drame, montrant une famille heureuse qui ne savait pas encore ce que le destin lui réservait. Parfois, lorsque Catherine regarde cette photographie, elle se dit que malgré tout, elle a eu de la chance. Son fils est vivant quelque part. Il pense à elle. C'est plus que ce que beaucoup de parents de disparus peuvent espérer. Cette pensée lui apporte un réconfort fragile, mais réel. Et qui sait, peut-être qu'un jour, lors d'un autre réveillon, la sonnette retentira et elle ouvrira la porte pour découvrir un homme d'âge mûr, avec des yeux noisettes familiers, qui dira simplement « Bonjour maman, je suis rentré à la maison ». Ce jour viendra-t-il jamais? Personne ne le sait. Mais l'espoir, même ténu, continue de briller comme une petite flamme qui refuse de s'éteindre. Cette histoire nous montre la complexité troublante des choix humains face à des situations impossibles, et comment une décision prise dans la panique peut avoir des répercussions dévastatrices pendant des décennies. Elle nous rappelle aussi que l'amour, même le plus pur et le plus sincère, peut conduire à des actes terribles lorsqu'il est guidé par la peur plutôt que par la raison. Qu'en pensez-vous? Pouvez-vous comprendre, sans excuser, les motivations de Vincent Leclerc? Comment auriez-vous réagi à la place de Catherine ou d'Émilie? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun de nos prochains cas. N'oubliez pas de laisser un like si ce récit vous a marqué et partagez-le avec quelqu'un qui apprécie les histoires vraies aux multiples facettes morales.